Peux-tu quitter l'appartement pour environ 1 heure, s'il te plaît? J'ai besoin d'un peu d'intimité avec lui, m'a-t-elle dit à propos de son meilleur ami. J'ai répondu, prends tout le temps dont tu as besoin. Et je suis parti pour de bon. Elle m'a appelé quelques heures plus tard, confuse, pour me demander où j'étais. Je lui ai dit, ne m'appelle pas. J'ai aussi besoin d'intimité. Et j'ai raccroché. Vous connaissez ce genre d'épuisement particulier que l'on ressent après une semaine de 50 heures de travail? Ce n'est pas seulement physique. C'est une lourdeur profonde de l'âme où le cerveau semble enveloppé de coton. C'était mon cas ce vendredi à 18h30. Je payais le loyer en totalité. Je payais les charges. Je payais les courses. Aurore, ma compagne depuis 2 ans, s'occupait de son prêt étudiant et de ses dépenses personnelles. Cet arrangement me convenait car je voulais construire un avenir ensemble. Je pensais investir dans notre couple. J'avais tort. Je subventionnais un manque de respect constant, et le principal responsable en était Quentin. Quentin était le meilleur ami d'Aurore. Ce n'était pas le genre d'homme dont on s'inquiète physiquement. Il n'était pas en forme. Il n'avait pas d'argent. Et il vivait encore en colocation à 28 ans. L'arme de Quentin était sa fragilité. C'était une victime professionnelle, un garçon vulnérable. Il était toujours en crise émotionnelle, toujours en train de perdre pied, et avait toujours besoin qu'Aurore le rassure face à une difficulté imaginaire. Je suis entré dans l'appartement à Lyon, j'ai posé mes clés et je me suis dirigé directement vers le canapé. Tout ce que je voulais, c'était du silence, une pizza et ne parler à aucun autre être humain pendant 12 heures. Aurore faisait les 100 pas dans la cuisine. Elle n'a pas dit « bienvenue à la maison ». Elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée de travail. Quentin arrive, a-t-elle annoncé. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Oh, on est vendredi. Je suis mort de fatigue. Vous ne pouvez pas aller dans un café ou chez lui. Ses colocataires sont bruyants. Elle s'est mise sur la défensive immédiatement en disant qu'il était vraiment au plus mal. Son ex-compagne venait de poster une photo avec un nouveau compagnon. Il était dévasté. Il avait besoin d'un espace sûr. D'accord, ai-je répondu en me frottant les tempes. Très bien, restez juste dans le salon. Je vais aller dans la chambre, mettre des écouteurs et m'écrouler. Merci, a-t-elle soufflé en relâchant ses épaules. Tu es le meilleur. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis effondré sur le lit. J'ai mis mon casque à réduction de bruit. J'ai ouvert un livre. J'essayais d'être le compagnon confiant. J'essayais d'être l'homme qui ne devient pas jaloux du meilleur ami platonique. 20 minutes plus tard, la porte a grincé. J'ai enlevé le casque. Aurore se tenait là, les bras croisés, l'air mal à l'aise, mais pas mal à l'aise pour moi. Mal à l'aise à cause de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé. Tu as besoin d'argent pour manger? Non, a-t-elle répondu. Elle a changé d'appui. Écoute, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le fait que tu sois là, a-t-elle lâché. Je me suis redressé. Je suis dans la chambre, Aurore. La porte est fermée. J'ai un casque. Je suis invisible. Il ne s'agit pas du bruit, a-t-elle répliqué. Sa voix prenait ce ton condescendant de jargon thérapeutique qu'elle utilisait quand elle voulait me manipuler. C'est l'énergie. Quentin sait que tu es là. Il se sent étouffé. Il ne peut pas relâcher complètement ses émotions car il se sent jugé. Il est intimidé par toi. Il a besoin d'une intimité totale pour se sentir assez en sécurité pour exprimer ce qu'il ressent. Je l'ai dévisagé. Le silence s'est prolongé pendant 5 secondes. Puis j'ai dit lentement, « Qu'est-ce que tu me demandes au juste ?» Elle a pris une grande inspiration, comme si c'était elle qui faisait un sacrifice. « Peux-tu quitter l'appartement pour environ 1 heure, s'il te plaît ? Va juste à la salle de sport ou prendre un verre. J'ai juste besoin d'un peu d'intimité avec lui pour l'aider à surmonter cette période difficile. Une fois qu'il sera calmé, tu pourras revenir. » Et voilà. Elle ne demandait pas une relation inappropriée. Si elle avait voulu cela, elle l'aurait fait dans mon dos. C'était pire. C'était elle, me regardant dans les yeux et me disant que mon confort dans mon propre appartement, l'appartement que je payais, était moins important que le besoin de Quentin d'exprimer sa détresse émotionnelle hebdomadaire.
Elle m'expulsait de ma propre vie pour faire de la place à un autre homme. Autrefois, j'aurais protesté. J'aurais dit, c'est ridicule. Et elle m'aurait traité de toxique et de personne qui ne soutient pas les autres. Nous nous serions disputés. Je serais passé pour le méchant et j'aurais fini par rester en colère et rancunier. Mais cette fois, la colère n'est pas venue. Au lieu de cela, une froide clarté mathématique a pris le dessus. C'était comme si un interrupteur s'était déclenché dans un disjoncteur. Clic, je l'ai regardé. J'ai vu son sentiment d'avoir tous les droits. J'ai vu le manque de respect. Et j'ai réalisé qu'aucune dispute ne pourrait arranger les choses. On ne peut pas négocier le désir. Et on ne peut pas négocier le respect. D'accord, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux, surprise. Vraiment? Tu ne vas pas faire de scène. Pas de scène, ai-je confirmé. Il a besoin de soutien, n'est-ce pas? Exactement. Elle a rayonné, soulagée. Merci d'être si compréhensif. Tu es vraiment un bon allié en ce moment. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'au placard et j'ai pris mon sac de sport, mais je n'y ai pas mis de vêtements de sport pendant qu'elle retournait dans le couloir pour voir comment allait Quentin. C'est bon. Il s'en va. Je me suis activé rapidement et silencieusement. J'ai pris mon ordinateur portable. J'ai pris mon passeport sur l'étagère du haut. J'ai attrapé le dossier contenant mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale. J'ai pris mon disque dur externe avec toutes mes sauvegardes de travail. J'ai jeté 2 sous-vêtements de rechange et ma brosse à dents. Cela m'a pris 90 secondes. J'ai fermé le sac. Il ressemblait à un sac de sport normal. Je suis sorti de la chambre. Quentin était assis sur mon canapé, la tête entre les mains, faisant semblant de trembler. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas accordé un regard à l'homme qui payait la facture de chauffage le gardant au chaud. Aurore m'a accompagné jusqu'à la porte. Elle m'a embrassé sur la joue. Je ne lui ai pas rendu son baiser. Je t'enverrai un message quand il ira mieux, a-t-elle chuchoté. Probablement dans 1 heure, 2 maximum. J'ai ouvert la porte. L'air du couloir était frais. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. J'ai fermé la porte. J'ai entendu le clic de la serrure. J'ai marché dans le couloir, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au garage et je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le volant. J'ai cherché sur mon GPS l'hôtel le plus proche qui n'était pas un taudis absolu. J'étais techniquement sans abri, mais en sortant du garage, je ne me suis pas senti perdu. Je me suis senti libre. J'ai conduit 20 minutes jusqu'à un hôtel d'affaires près du périphérique. Ce n'était pas un complexe de luxe. C'était l'un de ces endroits belges standards conçus pour les représentants de commerce. Ça sentait le nettoyant industriel au citron et la climatisation. Mais quand je suis entré dans la chambre et que j'ai jeté mon sac sur le lit, cela m'a semblé être un sanctuaire. J'ai commandé un hamburger au service d'étage. J'ai pris une longue douche chaude sans m'inquiéter d'épuiser l'eau chaude parce qu'Aurore voudrait prendre un bain plus tard. J'ai allumé la télévision et j'ai regardé un film d'action à fond sans qu'on me dise de baisser le volume parce que Quentin avait envoyé un message vocal qu'elle devait analyser. Pour la première fois en 2 ans, je ne marchais pas sur des œufs. Je ne gérais pas le climat émotionnel de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas le personnage secondaire du mélodrame d'Aurore et Quentin. J'ai regardé ma montre. 20h30. Cela faisait 2 heures. L'heure environ qu'elle avait demandé était venue et repartie. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message. Pas de tu vas bien? Pas de merci d'avoir fait ça. Le silence. C'était drôle. Une partie de moi, l'ancienne partie, celle qui voulait tout arranger, attendait le message d'excuse. J'attendais qu'elle se rende compte à quel point sa demande était inappropriée. Mais plus le silence s'étirait, plus la prise de conscience se calcifiait dans mes tripes. Elle ne s'inquiétait pas de savoir où j'étais parce qu'elle s'en fichait. Tant que je n'étais pas dans l'appartement en train d'interrompre le monologue de Quentin, je n'existais pas. À 22h15, près de 4 heures après mon départ, mon téléphone s'est enfin allumé. Aurore appelait. J'ai laissé sonner 3 fois. J'ai pris une bouchée de mon hamburger. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette. Puis j'ai répondu. Je n'ai pas dit bonjour.
J'ai juste appuyé sur le bouton vert et porté le téléphone à mon oreille. Et sa voix était enjouée, presque joyeuse. Le bruit de fond était calme. Où es-tu? Je t'ai envoyé un message il y a environ 20 minutes. Je ne l'ai pas vu, ai-je répondu. Ma voix semblait différente à mes propres oreilles. Plus grave, détachée. Oh, eh bien, Quentin vient de partir, a-t-elle annoncé aussi nonchalamment que si elle me disait que le courrier était arrivé. Il se sent beaucoup mieux. Il avait juste vraiment besoin d'exprimer ses émotions, tu sais. C'est une âme si sensible. Il absorbe tellement de négativité du monde. Mais j'ai réussi à le calmer. C'est super, ai-je dit d'un ton plat. Ouais. Bref, tu es dans le coin. Le frigo est vide. Peux-tu prendre de la nourriture thaïlandaise sur le chemin du retour? Je meurs de faim. Quentin était trop contrarié pour manger, donc je ne voulais pas manger devant lui, et là je n'en peux plus. J'ai fermé les yeux et expiré par le nez. C'était ça, le test de la nourriture thaïlandaise. Elle me jette de chez moi, passe 4 heures seule avec un autre homme, puis me convoque à nouveau pour lui apporter un plat thaïlandais comme si j'étais un livreur glorifié. Elle n'a même pas demandé si j'avais mangé. Elle supposait que je flottais simplement dans l'éther, attendant d'être réactivé pour la servir. Non, ai-je dit. Il y a eu une pause au bout du fil. L'enjouement a vacillé. Non. Comment ça, non? Prends juste celui de la 4e rue. C'est sur ton chemin, prends le curry vert. Je veux dire, non. Je ne vais pas chercher à manger et je ne reviens pas. Elle a ri. C'était un petit rire nerveux et confus. Quoi? Arrête d'être bizarre. Où es-tu? Es-tu allé chez Alexandre? Arrête de plaisanter. Ce n'est pas une blague, Aurore. Tu m'as demandé de partir, alors je suis parti. Son ton a changé instantanément. La légèreté a disparu, remplacée par ce côté condescendant et familier qu'elle utilisait chaque fois que je dépassais les bornes. D'accord, écoute, je sais que tu te sens en insécurité en ce moment, mais ne sois pas dramatique. Je t'ai demandé de partir pendant 1 heure. Ça fait 4 heures. Tu me punis pour avoir aidé un ami en difficulté, et c'est vraiment repoussant. Je ne te punis pas, ai-je répondu calmement. Je suis d'accord avec toi. De quoi parles-tu? Tu as dit que tu avais besoin d'intimité. J'ai dit, tu avais raison. L'intimité est importante. Les limites sont importantes. Et j'ai réalisé ce soir que je n'ai aucune intimité dans mon propre appartement parce que je vis avec une 3e personne qui ne paie pas de loyer. Oh mon Dieu! Elle a gémi. Allons-nous vraiment refaire le coup du je déteste Quentin? Il traversait une période très difficile. Il avait besoin d'aide urgente. Il est toujours en difficulté, Aurore. Jusqu'à ce qu'il rencontre une nouvelle fille, puis il va bien jusqu'à ce qu'elle le largue, et ensuite il est de retour sur notre canapé. Tu es tellement sans cœur, a-t-elle craché. Je n'arrive pas à croire que je sors avec quelqu'un qui a si peu d'empathie. Rentre à la maison. On pourra en parler en personne, mais apporte à manger parce que j'ai mal à la tête. J'ai regardé autour de la chambre d'hôtel. Le lit était fait. Le climatiseur bourdonnait paisiblement. La porte était fermée à double tour. Je ne rentre pas, Aurore. Pas ce soir. Pas demain. Arrête, a-t-elle rétorqué. Tu me fais peur. Où dors-tu? Ce ne sont plus tes affaires. Comment ça ce ne sont, je suis ta compagne. L'es-tu vraiment? Ai-je demandé. Parce que les compagnes ne mettent pas leur partenaire à la porte pour faire l'infirmière auprès d'un autre homme. Tu as fait un choix ce soir. Tu as choisi son confort au détriment de mon respect. Tu voulais l'appartement pour toi toute seule. Félicitations. Il est à toi. Aurore, arrête. A-t-elle dit, la voix montant dans les aigus. La panique s'installait enfin. Elle s'est rendue compte que je ne suivais pas le scénario. Je ne m'excusais pas. Tu prends ça de façon complètement disproportionnée. Rentre à la maison, s'il te plaît. Je suis désolé si je t'ai fait te sentir exclu, d'accord? Je suis désolé. C'est ça que tu veux entendre? Je ne veux rien entendre, ai-je répondu. Je suis fatigué. Alors, rentre à la maison et dors. Non.
J'ai dit que tu voulais de l'intimité avec lui. Tu l'as obtenu. J'ai pris une inspiration, savourant le caractère définitif de ce que j'allais dire. Ne m'appelle pas. J'ai aussi besoin d'intimité. Attends, clique. J'ai fixé l'écran du téléphone pendant une seconde. Ensuite, je l'ai mis en mode ne pas déranger et j'ai bloqué son numéro. Je m'attendais à me sentir mal. Je m'attendais à ressentir cette anxiété viscérale du qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction professionnelle, comme si je venais de conclure une mauvaise affaire qui me faisait perdre de l'argent depuis des années. J'ai pris la télécommande, j'ai relancé le film et j'ai repris une bouchée de mon hamburger. C'était le meilleur hamburger que j'ai jamais goûté. J'ai dormi 9 heures d'affilée. J'ai passé le week-end à l'hôtel. Je n'ai pas bu. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Je suis allé à la salle de sport de l'hôtel. J'ai lu un livre et j'ai ignoré mon téléphone. Quand je l'ai enfin vérifié dimanche soir, les notifications étaient une zone sinistrée. 17 appels manqués, 42 messages. Aurore était passée par tout le spectre du chagrin toxique. Le déni. Arrête de plaisanter. Ce n'est pas drôle. La colère. Tu agis comme un vrai gamin. Grandis un peu. La négociation. Je me rattraperai. Je dirai à Quentin qu'il ne peut pas venir pendant une semaine. La dépression. Je pleure et j'ai peur. Pourquoi fais-tu ça? De nouveau la rage. Très bien. Sois un idiot. Tu verras si je m'en soucie. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Répondre leur donne du carburant. Le silence allume le feu. Le lundi matin est arrivé. Je me suis réveillé à 7 heures. J'ai mis une chemise propre. Puis j'ai appelé mon patron. J'ai besoin de prendre un jour de congé pour urgence personnelle, ai-je dit. J'ai un problème de logement que je dois régler immédiatement. Fais ce que tu as à faire, a-t-il répondu. Il savait que je ne manquais jamais un jour de travail. Je connaissais parfaitement l'emploi du temps d'Aurore. Elle partait pour la boutique à 8h30. Elle prenait le métro, ce qui signifiait qu'elle serait sous terre et hors ligne pendant 40 minutes. Quentin, étant sans emploi stable par choix, dormait généralement jusqu'à midi chez lui, épuisé par le travail émotionnel consistant à ruiner ma relation. À 9 heures précises, je me suis garé devant l'immeuble, mais je n'ai pas amené quelques amis avec une camionnette. Ça, c'est pour les amateurs. J'ai fait venir une équipe de déménageurs professionnels, 3 gars, un gros camion et beaucoup de films plastiques. Cela m'a coûté 750 € pour la réservation minimale, mais payé pour la rapidité et le professionnalisme valait chaque centime. J'ai déverrouillé la porte. L'appartement sentait le vin éventé. Et Quentin, une légère odeur de patchouli et de vêtements non lavés flottait dans le salon. Très bien, ai-je dit au chef d'équipe. Nous allons être chirurgicaux aujourd'hui. Je vous montre exactement ce qui part. Si je ne le pointe pas du doigt, ça reste. Nous avons procédé efficacement. Nous avons pris la télévision OLED de 65 pouces que j'avais achetée pour suivre les grands matchs de football. Nous avons pris le système audio Sono. Nous avons pris la machine à expresso haut de gamme, ma fierté et ma joie. Nous avons pris l'aspirateur Dyson. Nous avons pris la chaise de bureau ergonomique. Je suis allé dans la chambre. J'ai emballé tous mes vêtements, mes montres et mes chaussures. J'ai pris les tables de chevet que j'avais moi-même restaurées. J'ai défait le lit mais j'ai laissé le matelas. Il était techniquement à elle, même si c'était moi qui l'avais acheté. Puis est venu le moment de vérité. Je me tenais dans la salle de bain en regardant le placard à provisions. Il y avait un gros paquet de papier toilette tout neuf que je venais d'acheter chez un hypermarché. Il y avait des boîtes d'ampoules intelligentes. Il y avait la lessive hors de prix. Un homme mesquin les aurait prises. Un homme mesquin aurait dévissé les ampoules juste pour la laisser s'asseoir dans le noir. Mais je n'étais pas mesquin. J'étais indifférent. Laisse ça. Ai-je murmuré pour moi-même. Prendre le papier toilette signifie, je suis en colère et je veux te déranger. Le laisser signifie, je suis tellement au-dessus de cette situation que je me fiche de 50 € de produits en papier. Tu n'es plus qu'un cas social pour moi maintenant. Vers 11h30, l'appartement n'était pas vide, mais il sonnait creux. On aurait dit une maison témoin mise en scène où personne ne vivait réellement. L'âme de l'endroit,
le confort, la technologie, la stabilité se trouvaient à l'arrière du camion. Tout ce qui restait, c'était ces tables laquées IKEA, ces coussins décoratifs et le silence. J'ai posé ma clé sur le comptoir de la cuisine. À côté, j'ai laissé un mot. Je n'ai pas vidé mon cœur. Je n'ai pas écrit de manifeste sur la trahison. J'ai rédigé un mémo d'entreprise. Aurore, puisque tu as besoin de tant d'intimité pour toi et Quentin, j'ai décidé de te laisser l'appartement définitivement. J'ai déménagé. Le loyer est dû le 1er du mois. Bonne chance. Nous sommes prêts à partir, patron. A dit le déménageur en essuyant la sueur de son front. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai pas ressenti de nostalgie. J'ai regardé le mur vide où se trouvait la télévision et je me suis senti comme si on m'avait retiré une tumeur. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur et je l'ai tirée. Je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi le camion. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Les retombées ont commencé à 13h30. J'étais assis dans un petit restaurant avec mon frère, en train de manger un club sandwich, quand mon téléphone a commencé à vibrer si violemment qu'il a failli tomber de la table. Appel d'Aurore. Appel d'Aurore. Appel d'Aurore. Puis sont arrivés les messages. Qu'est-ce que tu as fait? Où est la télé? Comment as-tu pu me faire ça? Je n'ai pas les moyens de payer cet endroit toute seule. Quentin dit, tu es un psychopathe. Ensuite, les sbires sont entrés en scène. Ses amis, que j'avais nourris, divertis et conduits pendant des années, avaient soudainement beaucoup d'opinions sur mon caractère. Mathilde, sa meilleure amie, tu l'as abandonnée. Elle fait une crise de panique par terre. Tu dois revenir et arranger ça. Sois un homme. Julien, un ami commun, mec, l'a laissé avec le loyer, c'est minable. Même si vous vous disputez, on ne plaisante pas avec le logement de quelqu'un. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas essayé d'expliquer les nuances de la situation. J'ai envoyé un seul message groupé à toutes les personnes impliquées. Aurore m'a demandé de quitter mon propre appartement pour pouvoir être seul avec un autre homme. J'ai respecté ses souhaits et j'ai déménagé. Je ne suis plus financièrement responsable de ses choix. Ne me contactez plus. Puis je les ai tous bloqués un par un. C'était incroyablement satisfaisant, mais je n'avais pas terminé. Bloquer des numéros, c'est une protection émotionnelle. J'avais besoin d'une protection juridique. J'ai conduit directement au bureau de location. Je suis entré et je me suis assis avec la gestionnaire immobilière, une femme pragmatique nommée Sylvie. J'ai besoin de résilier le bail de l'unité 4B, ai-je dit en faisant glisser un chèque de banque sur le bureau. Sylvie a regardé le chèque. Il était d'un montant de 4 400 €, soit 2 mois de loyer. Ça m'a fait mal d'écrire ce chèque. C'était l'argent de mes vacances. C'était mes économies, mais je le considérais comme le paiement d'une rançon pour mon avenir. Cela couvre les frais de résiliation anticipés, ai-je expliqué. À compter d'aujourd'hui, j'ai libéré les lieux et rendu mes clés. Sylvie a tapé sur son ordinateur. D'accord, cela met fin au contrat de location actuel avec effet immédiat. Cependant, puisqu'Aurore est toujours dans le logement, elle devient une occupante sans droit ni titre. Elle a 30 jours pour soit quitter les lieux, soit signer un nouveau bail à son nom. Elle devra se requalifier sur la base de ses propres revenus, n'est-ce pas? Ai-je demandé. C'est exact. A répondu Sylvie. Elle devra fournir une preuve de revenu équivalent à 3 fois le loyer mensuel. J'ai hoché la tête. Elle ne remplira pas les conditions. Dans ce cas, elle recevra un avis d'expulsion. A simplement déclaré Sylvie. C'est compris. Je suis sorti de ce bureau plus léger que l'air. J'avais payé le prix fort pour ma liberté, mais c'était moins cher qu'une procédure de séparation 5 ans plus tard. J'avais légalement sectionné le membre pour sauver le corps. Les 3 mois suivants ont été calmes pour moi. Je me suis concentré sur mon travail. J'ai recommencé à soulever de la fonte. Je dormais comme un bébé, mais les nouvelles vont vite. Apparemment, la lune de miel entre Aurore et Quentin a duré exactement le temps que la facture d'Internet a été payée. Avec moi hors du tableau, Quentin a pris le relais. Et par prendre le relais, je veux dire qu'il a déplacé son sac de sport dans l'espace que j'avais libéré. Il a dit à Aurore qu'il l'aiderait à manifester l'argent du loyer.
Il lui a assuré que mon départ était un signe cosmique, qu'ils étaient destinés à être colocataires, mais la réalité est un créancier brutal. Aurore avait besoin de 2200 € par mois pour l'appartement. Elle en gagnait 3200. Après les impôts et les prêts étudiants, il lui restait environ 400 € pour la nourriture et les charges. Elle avait besoin d'un colocataire qui paie les factures. Au lieu de cela, elle avait Quentin. Quentin était très doué pour pleurer sur ses traumatismes d'enfance à 2 heures du matin. Il n'était pas doué pour payer la facture d'électricité. Il n'était pas doué pour faire la vaisselle. Il n'était pas doué pour laisser de l'espace à Aurore lorsqu'elle rentrait du travail fatiguée. Dès le 2e mois, la dynamique de pouvoir s'était complètement inversée. Aurore n'était plus cette sauveuse réconfortant ce garçon triste. C'était une femme stressée qui rentrait dans un appartement sale pour y trouver un homme sans emploi en train de jouer à des jeux vidéo sur sa vieille petite télé, car j'avais pris la télévision OLED. La connexion émotionnelle dont elle se vantait s'était évaporée au moment où elle lui a demandé de participer aux frais de nourriture. Quentin, fidèle à sa nature, a renversé la situation. Il l'a qualifiée de manipulatrice et de matérialiste, exactement les mêmes insultes qu'elle avait l'habitude de me lancer. Lorsque l'avis d'expulsion est finalement tombé parce qu'elle ne pouvait pas couvrir le loyer, Quentin ne s'est pas battu pour elle. Il n'a pas pris de job pour l'aider. Il a fait le mort. Il a littéralement fait son sac pendant qu'elle était au travail et est retourné dans le sous-sol de ses parents. Il l'a bloquée de partout. Il l'a laissée avec les dettes, l'expulsion dans son dossier, et la réalisation écrasante qu'elle avait détruit une vie stable et aimante pour une hallucination. Elle a perdu l'appartement. Elle a dû retourner vivre chez sa mère en banlieue, avec un trajet de 90 minutes pour se rendre à son travail. J'ai appris tout cela par Alexandre, qu'il avait entendu de Julien, lequel m'avait apparemment débloqué juste pour s'excuser. Je n'ai pas répondu. Je n'en étais pas heureux. Je n'en étais pas triste. Je me sentais vengé. La démolition était achevée et j'étais déjà en train de construire quelque chose de nouveau. C'était un mardi soir de novembre, environ 3 mois après la rupture du bail. Je sortais de ma salle de sport en me sentant bien. Mon compte en banque s'était renfloué. J'avais un rendez-vous prévu pour le week-end avec une avocate rencontrée lors d'un événement de réseautage, et j'étais dans la meilleure forme de ma vie. Le cortisol lié au stress qui avait pompé dans mes veines pendant 2 ans avait disparu. Je suis sorti dans l'air frais de l'automne, fouillant dans mon sac de sport pour chercher mes clés. La voix m'a arrêté. Elle était plus faible que dans mes souvenirs, plus tremblante. Je me suis retourné. Aurore se tenait près du râtelier à vélo, frissonnant légèrement sous l'effet du vent. Elle avait mauvaise mine. La femme soignée et apprêtée avec laquelle j'avais vécu avait disparu. Elle avait perdu du poids, mais pas d'une manière saine. Elle avait l'air décharnée. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon désordonné qui semblait ne pas avoir été lavé depuis des jours. Elle portait un sweat à capuche. J'ai reconnu un de mes anciens qu'elle avait gardé. Et, ai-je dit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je suis juste resté là, à attendre. J'attends ici depuis 1 heure, a-t-elle murmuré en croisant les bras sur sa poitrine. Je sais que tu fais toujours ta séance de pectoraux le mardi. D'accord, ai-je répondu en gardant mes distances. Pourquoi? Elle a fait un pas en avant, les larmes aux yeux. C'était un regard qui fonctionnait sur moi auparavant. Il me poussait à m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Maintenant, cela ressemblait juste à un spectacle pour lequel je n'avais pas acheté de billets. Tu me manques, a-t-elle chuchoté. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé. J'ai tout gâché. Elle a poursuivi, les mots se bousculant à présent, désespérée de combler le silence. Tu avais raison sur toute la ligne pour Quentin. C'est un narcissique. Il s'est servi de moi. Il m'a monté contre toi. Je ne l'ai pas vu sur le moment, mais je le vois maintenant. Il est parti. Je l'ai mis à la porte il y a 2 semaines. Elle s'est tue, me regardant avec insistance. Elle attendait que je valide sa victoire. Elle voulait s'attribuer le mérite d'avoir résolu un problème qu'elle avait elle-même créé. D'accord, ai-je répété. C'est tout ce que tu as à dire? A-t-elle demandé, un éclair de son ancienne frustration réapparaissant. Je te dis que tu avais raison. Je m'excuse. Je vis chez ma mère maintenant. C'est un cauchemar. Nous me manquons.
Notre vie me manque. J'ai réglé le problème. Oh, Quentin est parti. Elle a tendu la main pour essayer de me toucher le bras. J'ai fait un pas en arrière, fluide et délibéré. Aurore, ai-je dit, la voix calme et posée. Tu ne comprends pas l'essentiel. Quentin n'était pas le problème. Tu étais le problème. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Quoi? Non, il m'a manipulé. Il a demandé des choses que j'ai corrigées. Tu as choisi de les lui accorder. Tu as choisi de donner la priorité à son confort plutôt qu'à mon respect. Tu as choisi de me jeter de chez moi. J'étais perdu, a-t-elle supplié. Les gens font des erreurs. Tout le monde mérite une seconde chance. Ce n'était pas une erreur, ai-je rétorqué. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est rayer la voiture. Demander à son partenaire de quitter son propre appartement pour pouvoir avoir de l'intimité avec un autre homme n'est pas une erreur. C'est une déclaration. Tu m'as dit exactement où je me situais dans ta hiérarchie. Mais je t'aime. A-t-elle crié, attirant les regards d'un couple qui entrait dans la salle de sport. Ça ne compte pas? Non, ai-je répondu, ça ne compte pas. J'ai regardé ma montre. Je dois y aller. Alors c'est tout. A-t-elle pleuré, la voix brisée. 2 ans. Tu vas tout jeter par la fenêtre pour une seule mauvaise soirée. J'ai ouvert la portière de ma voiture et je l'ai regardée une dernière fois à travers le toit. J'ai vu le désespoir, le regret et la peur des conséquences auxquelles elle faisait enfin face. Je n'ai rien jeté, Aurore. J'ai dit, je l'ai juste laissé là où tu l'as mis, à la 2e place. Je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai simplement fermée. Elle est restée là à pleurer sur le parking, semblant petite et insignifiante dans le rétroviseur. J'ai allumé la radio. Une chanson de rock classique passait. J'ai monté le volume. J'ai quitté le parking et je me suis inséré sur la route principale. Je ne me suis pas retourné. J'avais un rendez-vous pour lequel je devais me préparer. Commentaire, je tenais vraiment à partager avec vous ce que cette histoire m'a profondément inspiré. Pour moi, tout repose sur le respect de sa propre valeur et de son estime de soi. Apprendre à poser des limites claires est un véritable acte d'amour envers soi-même. On peut rester bienveillant sans jamais s'oublier ou se sacrifier. Chacun porte la responsabilité de protéger son bien-être et sa paix intérieure. Parfois, s'éloigner d'une situation qui nous blesse est le premier pas vers une vraie guérison. Choisir la sérénité plutôt que de continuer à souffrir demande du courage et de la maturité. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à vos propres relations et aux limites que vous acceptez. Vous méritez tous d'être respectés et de vous sentir en sécurité dans votre vie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et de cheminer avec moi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.